L'expérience ethnologique et la réflexion anthropologique fondée sur cette expérience multiple amènent à penser qu'en matière de procréation, les sociétés humaines ont souvent cherché à échapper aux lois de l'espèce, à échapper aux contraintes biologiques. Comme le disait Odette Thibault dans Réflexions d'une femme biologiste et féministe, publiée dans Génétique, Procréation et Droit par Actes Sud en 1985, si l'homme est par nature un être de culture, toutes ses activités, ses créations sont le fruit de la culture. Or, la culture, c'est l'artifice. Fermez les guillemets. Mais pour Odette Thibault, seule la procréation avait jusqu'à nos jours échappé à l'artifice. Et elle jugeait normal qu'elle entre à son tour dans le domaine de l'artifice grâce à l'apparition des techniques nouvelles qui, en 1985, étaient l'IAD et la civette essentiellement, tout en suscitant la peur. Alors sur ce point précis de la nouveauté, Odette Thibault, pour le reste d'un si bon jugement, se trompait. Car sans l'usage de ces techniques modernes, qui leur étaient non seulement inconnues, mais qui se trouvaient au-delà de leurs capacités, nos ancêtres humains de diverses sociétés ont inventé l'artifice permettant d'échapper aux lois de l'espèce sous la forme d'institutions, c'est-à-dire de systèmes sociaux validés par la loi du groupe et la reconnaissance de ses membres qui se plient à cette loi. Il y a donc des usages sociaux correspondant à nos techniques modernes, reconnus et validés par la loi. Notons d'entrée de jeu que nos sociétés, de la même manière, mais à l'inverse, recherchent l'institutionnalisation par ce que dit ou pourra dire la loi que l'on sollicite. Sans reconnaissance institutionnelle, en effet, la technique, à proprement parler, n'est rien. Mais cela implique une conséquence forte. Les individus qui demandent à bénéficier de techniques nouvelles et les techniciens, ici les médecins, qui maîtrisent ces techniques et peuvent les en faire bénéficier, ont-ils le droit et le pouvoir de le faire lorsque la loi du groupe le leur refuse? Cette question en pose une autre. Quelles sont les conditions apportées à l'innovation sociale pour que de purement possible, grâce à de nouvelles techniques, une invention par exemple, elles deviennent non seulement pensables et acceptables par la majorité, mais qu'elles puissent être relayées par la loi. Alors ce sont ces deux aspects qui nous retiennent ici, la permanence de la recherche de dépassement de la nature par l'artifice culturel, et deuxièmement, la validité accordée au dépassement par la loi, les conditions pour y parvenir et les limites de l'exercice individuel. Alors, revenons au premier point, la permanence dans les sociétés humaines de la recherche de dépassement des lois de l'espèce par l'artifice culturel. On commencera par dire qu'un des tout premiers points ayant fait l'objet de la réflexion des hommes, à savoir définir ce qui fonde la légitimité de la revendication d'appartenance à un groupe, c'est-à-dire l'adoption d'une règle de filiation, relève déjà de l'artifice. En effet, si l'on entend bien par règle de filiation ce que ce concept veut juridiquement dire, c'est-à-dire non pas le fait d'être issu de façon notablement reconnue d'une femme ou d'un couple, ce que l'on appelle maintenant la parentalité, en doublant l'expérience commune de la naissance, de devoir et d'affect des géniteurs envers leur progéniture, mais la reconnaissance d'un droit à être affilié à un groupe de consanguinité à définition variable, même en l'absence de lien de parentalité. On voit par l'examen des situations possibles observables dans le monde que la filiation n'est pas directement issue du biologique. Elle n'en est cependant pas totalement découplée, puisque les règles de filiation dépendent du fait que l'humanité se présente sous la forme d'hommes et de femmes, critères de sexe donc, et que ces hommes et femmes sont à l'origine de la naissance d'enfants également sexués, critères de génération, de succession de génération. De ces positions premières des sexes en situation de parents et ensuite d'enfants, et de la combinatoire logique qui s'ensuit, ressortent 6 possibilités seulement, au sens mathématico-logique, de règles de filiation.
que les anthropologues dénomment la patrilinéarité, la matrilinéarité, la bilinéarité, la filiation parallèle, la filiation croisée, la filiation cognatique ou indifférenciée. Deux d'entre elles, d'ailleurs, très difficilement réalisables, sont très peu représentées dans les sociétés humaines. Ce sont les modes de filiation parallèle et croisée. Il y a donc bien une contrainte qui joue dans des limites précises, définies par des butoirs, quelque chose que j'appellerais des butoirs de la pensée, le sexe, la succession des générations. Mais le fait que tel groupe humain se réfère à un type de filiation particulier relève quant à lui de l'arbitraire du social, donc déjà de l'artifice. Il reste cependant la possibilité, jusqu'ici théorique, de s'affranchir de la contrainte de la procréation sexuée, donc du critère de sexe. On y parviendrait en effet par le clonage, sans évacuer cependant, dans l'une de ces deux formules tout au moins, le recours aux deux sexes. Le résultat en termes de filiation, si c'était le mode de reproduction le seul toléré, serait au mieux parallèle, au pire unisexué. Mais s'affranchir du critère de génération est encore plus difficile, car quoi qu'on fasse, les organismes parents, qu'il s'agisse de corps ou de cellules, sont toujours antérieurs aux organismes enfants. La seule manière de résoudre le problème par l'innovation sociale en matière de filiation est restée jusqu'à présent lettre morte. C'est seulement le modèle utopique platonicien qui fait de tous les individus les enfants de la cité au même titre, quel que soit leur sexe, mais surtout quel que soit leur niveau de génération, et qui supprime tous les liens d'appartenance parents-enfants. Alors comme on le voit, il reste encore des butoirs sur lesquels les sociétés humaines peuvent exercer leur imagination. À quelles contraintes du réel l'inventivité sociale humaine s'est-elle confrontée par diverses méthodes institutionnelles ? C'est d'abord la nécessité qu'il y avait de conjoindre des individus des deux sexes pour faire un enfant par la procréation. Deuxième problème, la stérilité ou l'inégale répartition des enfants parmi les individus ou les couples. Et le troisième problème, grand problème, la barrière de la mort. On conviendra qu'il s'agit des mêmes problèmes que ceux auxquels nos sociétés sont confrontées et auxquels elles répondent à la fois par des moyens techniques avancés, comme la ponction d'ovocytes, la conservation par le froid du sperme ou des embryons, l'insémination directe in vitro de l'ovocyte par la technique de l'ICSI, etc., et par la recherche d'une validité légale au moyen des lois que l'on appelle de bioéthique. Alors, voyons quelques exemples ethnographiques de cette constance à chercher à échapper aux lois naturelles. Est-il toujours nécessaire de conjoindre des parents des deux sexes et peut-on échapper à cette règle ? Eh bien, il existe au moins quelques cas africains où l'on voit naître des enfants à deux femmes. Mais, et c'est là le point important, l'une se trouve en position d'homme. Sa stérilité avérée, donc son âge avancé, lui fait rejoindre le groupe des hommes, car selon les conceptions locales, elle ne peut être une femme, puisque les femmes, par définition, sont fécondes. Si elle a la possibilité, et elle l'a pour diverses raisons, de payer une compensation matrimoniale en bétail pour se procurer une épouse, comme un homme le fait, elle se procure ainsi une épouse dont elle est le mari. Elle bénéficie de ses services au quotidien et elle en obtient des enfants grâce aux services sexuels, ceux-là, d'un serviteur appointé à cet office, et à d'autres, mais enfin qui jouent aussi cet office-là, qui ne sera jamais reconnu comme le père des enfants. Ce qui fonde le droit à la filiation, qui fait que l'enfant appartient au groupe de son père, qui est donc une femme, c'est le paiement de la compensation, qui est le gage de la légitimité. Défier la mort. Alors toujours en terre africaine, et grâce là aussi au paiement de la compensation matrimoniale, on voit un mort, non pas bien sûr engendré biologiquement, mais engendré socialement des enfants. Un homme, en effet, peut utiliser le bétail de son frère, qui est décédé trop tôt, pour se procurer les services d'une épouse, mais comme
la compensation a été prélevée sur le bétail du frère décédé, les enfants seront ceux de l'homme décédé. Ailleurs, dans le cadre d'union léviratiques, c'est-à-dire d'union où une femme veuve épouse un frère cadet de son mari décédé, le deuxième mari peut décider ou non de procréer soit à son compte, soit au compte du mort. En pays Samo, où j'ai moi-même travaillé, il lui suffit, ce deuxième mari, qui est le frère cadet de l'homme décédé, il lui suffit de ne pas toucher aux ouvertures de la case de son épouse que fréquentait également le défunt, et dont on pense que le défunt décédé peut passer encore ce même seuil. Mais s'il veut procréer pour lui-même et non pas pour son frère décédé, il va obturer la porte et en ouvrir une autre, qu'il est le seul donc à franchir. Alors, troisième cas, pallier la stérilité ou mieux répartir les enfants s'ils ne sont pas bien répartis. C'est dans ce domaine que l'inventivité est la plus grande. Le prêt de ventre, par exemple, comme à Rome, mais qui n'est pas le fait d'une femme, de son propre gré, mais le fait de son époux qui a des droits sur elle, lequel peut, par amitié et générosité, prêter le corps de sa femme à un ami dont l'épouse est stérile, le temps de lui faire un enfant, de préférence un fils, cela va sans dire. Alors le prêt de ventre peut se faire par dol et non pas par volonté d'un époux. Il existe au moins quelques exemples attestés au Nigeria et dans des pays limitrophes où ce sont des femmes de la côte, non pas stériles, comme dans le cas Nuer que j'ai présenté auparavant, mais qui sont riches, de riches commerçantes, qui vont payer, alors elles sont elles-mêmes mariées, elles ont elles-mêmes des enfants, mais elles payent des compensations matrimoniales pour se procurer des épouses qu'elles envoient dans le nord du pays se mettre en ménage avec des hommes contents d'avoir trouvé une épouse, si je puis dire, pour rien. Bon. Mais quand des enfants sont nés, la femme épouse arrive, exhibe de son droit, puisque c'est elle qui a payé les compensations pour se procurer cette femme, reprend son épouse et fait payer au père le prix fort pour les enfants. C'est donc le paiement d'une compensation qui légitime ici l'union et fonde le droit à filiation, sauf renonciation comme dans le cas ci-dessus où cette femme renonce aux enfants mais fait rembourser le prix de la compensation au père s'il veut garder ses enfants et les affilier à son propre groupe. Ce peut être aussi la parole ou l'engagement public. Ainsi, chez les Samo, où les jeunes filles sont promises dès l'enfance en mariage légitime, par accord entre des doyens de lignage, elles ont le droit temporaire, après leur puberté, d'accueillir pendant 2 à 3 ans un amant de leur choix. Mais elles rejoignent leur mari à qui elles ont été données légitimement à la naissance du premier enfant, qui est considéré comme le premier-né de l'union légitime. Et comme le dit expressément un adage Samo, que je vous dis en français, c'est la parole qui fait la filiation, c'est la parole qui la retire. Dans un autre cas célèbre, qui a été décrit par Audrey Richards, celui des Ayas d'Afrique de l'Est, le paiement de la compensation ne suffit pas au mari pour asseoir son droit sur les enfants à venir, à l'exception du premier. La compensation, donc, lui assure un droit sur une femme et la légitimité de la filiation du premier-né. Mais pour les autres, le père doit être réinstauré dans ce droit par l'exercice du premier rapport sexuel post-partum. Mais il est du droit de la femme de dire qui a eu avec elle ce premier rapport, même si elle désigne faussement quelqu'un qui n'a pas eu ce premier rapport avec elle. Cette déclaration fait que le prochain enfant à naître sera celui de l'homme qu'elle a crédité de cet acte et qui peut ne pas être son mari, même si l'enfant est réellement né des œuvres de son mari. Tout se passe comme si la compensation matrimoniale ouvrait la possibilité à des droits, mais pas exclusivement. En effet, elle ouvre le droit de rattachement filiatif pour le premier enfant seulement. Ce droit doit être réétabli, cette fois-ci par la parole publique de la mère, comme si la compensation donnait droit à l'ouverture du corps féminin
et le consentement de la femme est ensuite requis comme un privilège de la fécondité en elle pour attester de la filiation. Si la plupart des épouses désignent bien leur mari comme le bénéficiaire du premier rapport postpartum après chaque naissance d'enfant, un trafic, raconte Audrey Richards, a cependant lieu, avec ou sans l'assentiment du mari, pour permettre à des hommes sans descendance d'en avoir une moyennant finance. On peut voir dans cette institution soit l'équivalent d'une IAD, puisque là le donneur est le mari en quelque sorte, au bénéfice d'un tiers, soit l'utilisation monnayée d'un ventre au profit d'un homme. D'autres institutions concourent à l'octroi d'une descendance à des hommes stériles ou impuissants. Chez les Samo, on l'a vu, un homme peut avoir plusieurs épouses légitimes et n'avoir d'enfants avec elles que ceux qui sont nés des œuvres de leur amant prénuptial et qu'elles ont amenés avec elles en arrivant vivre chez leur mari. De façon plus banale et générale, des systèmes de parenté qui prévoient que deux frères sont considérés comme identiques et appelés mon père par leurs enfants respectifs font qu'un homme a toujours au moins pour fils, qu'il appelle fils, les fils de ses frères. C'est extrêmement important dans les idéologies locales, dans la mesure où ce qui compte est l'inscription dans les lignées ancestrales via les sacrifices qui sont rendus aux mânes des ancêtres par leurs descendants. Le fils, ici un neveu, fils du frère, selon notre manière occidentale de voir, rend sa vie durant et après la mort de son père, entre guillemets, les services attendus d'un fils. Pour les femmes, les choses se passent différemment. Le cas nuaire, des Nuers donc, d'Afrique de l'Est, où une femme stérile considérée comme un homme peut procréer est une rareté. Plus généralement, la stérilité féminine est considérée et vécue comme une malédiction. Elle est la seule vraiment reconnue officiellement, et nous l'avons vu, bien des méthodes permettent de cacher l'impuissance masculine, la stérilité masculine étant quant à elle très rarement reconnue pour ce qu'elle est. La stérilité est considérée en général comme le revers noir du pouvoir de fécondité féminin. Elle appartient aux femmes, elle est le fait des femmes quasi exclusivement dans les représentations traditionnelles. On peut d'ailleurs montrer qu'elle n'est reconnue qu'avec réticence, cette stérilité masculine, elle n'est reconnue qu'avec réticence en Europe et depuis quelques décennies seulement. Pour les femmes stériles ou ayant vécu de nombreux malheurs biologiques, des fausses couches, des enfants morts à la naissance ou en bas âge, la solution passe par la péréquation des enfants et par différents types d'adoption. Il ne peut y avoir, c'est évident, de dons d'embryons ou d'ovocytes, cela va de soi. Il y a donc don d'enfants tout faits. Alors ce peut être la péréquation entre des coépouses, comme chez les Indiens Nambiquara, décrits par Lévi-Strauss, ou comme chez les Mossi, où les enfants sont élevés par des coépouses de leur mère et souvent ne connaissent l'identité réelle de leur génitrice qu'une fois adultes. C'était vrai aussi en Chine, où une grande diversité de noms correspond à la grande diversité de statuts maternels que reconnaissait la loi chinoise traditionnelle. L'adoption, ou plus précisément le placement d'enfants, est une institution très largement répandue dans les sociétés océaniennes. On constate une forme de circulation des enfants entre les groupes qui n'est pas nécessairement liée à la stérilité de certaines femmes, mais qui est analogue en son principe à la circulation des épouses. Néanmoins, si ces enfants ont des droits dans leur famille d'accueil, ils ne perdent pas ceux qu'ils ont par la filiation dans leur famille d'origine, ce en quoi cette institution diffère grandement de l'adoption plénière, telle qu'elle est réalisée en France avec des enfants, et cela depuis peu. L'inventivité est donc très grande, on le voit par ces quelques exemples, comme on voit également que ces diverses formes institutionnelles sont acceptées publiquement et font bon ménage avec les règles qui régissent localement la filiation, dont on a vu également la part d'arbitraire. Chose curieuse, alors même que nous revendiquons à l'heure actuelle, dans le monde occidental, une inventivité accrue, grâce à la place nouvelle des instrumentations techniques, donc de l'artifice,
nous accompagnons cette inventivité technique artificielle d'une revendication de plus en plus grande de la naturalité biologique de la filiation. Ce à quoi on rétorquera que cette naturalité biologique revendiquée tient au fait de la découverte récente, puisqu'elle date du XVIIIe siècle, des gamètes et de leur double apport dans la procréation, et la découverte récente de la génétique qui fait de chaque gamète le support d'un patrimoine transmissible. Auparavant, si la mère était toujours certaine, le père légitime était celui que le mariage désignait comme époux et père. Il se peut que la revendication de la naturalité biologique de la filiation soit due à l'impact de ces connaissances nouvelles qui établissent maternité et paternité dans l'ovule et le spermatozoïde, mais il est cependant confondant de voir le chiasme qui opère entre extrême artifice d'une part et extrême revendication de naturalité, alors que tout, dans l'exemple des sociétés humaines, démontre que la culture est artifice et que la filiation ne fait point exception à cette règle. Par ailleurs, cette revendication ne peut faire bon ménage avec les faits simples et quotidiens d'observation. Une femme porte et accouche, et est mère de ce fait, même si l'ovule fécondé n'est pas le sien. Un homme est père par l'attente, l'attention et l'amour qu'il porte aux enfants qu'il élève, même si le spermatozoïde qui a fait naître cet enfant n'est pas le sien. Une discordance a été introduite dans le droit français en 1972. En effet, par modification de la loi à cette date, on a introduit la vérité génétique comme critère fondant la filiation. Existaient déjà 3 critères pour la fonder: la filiation légitime et naturelle, la filiation par expression de la volonté, ce qu'on appelle la reconnaissance en paternité, et la possession d'État. On notera que les 2 premiers correspondent à ce que nous avons trouvé dans les sociétés exotiques. La compensation fixant la légitimité, le mariage légitime, ou la parole, c'est-à-dire la reconnaissance, ouvrant à la même légitimité. Ajouter un 4e critère, le critère de validité par la génétique, n'a rien en soi d'impossible, sauf qu'il a été rendu, de par son existence et sa nature même, et dans le texte de la loi, qu'il a été rendu opposable aux 3 autres. Notre système institutionnel a d'une certaine manière anticipé sur la réalisation de plus en plus complexe de situations inédites où, si l'on y prend garde, c'est l'option du pur génétique qui prime sur toutes les autres. C'est donc là en soi une grande innovation, mais qui s'est faite, si je puis dire, par la voie juridique subrepticement. Il n'est pas certain que cette innovation, de rendre opposable aux 3 autres le critère génétique, ait correspondu vraiment, sinon à l'apparition de nouvelles situations, du moins à une volonté collective nettement exprimée. Les sociétés inventent, évoluent, innovent. Les innovations sont acceptées à condition que de purement envisageables par l'esprit qu'elles étaient, elles soient devenues pensables, voire désirables par une majorité de leurs membres. Elles deviennent pensables et désirables grâce aux changements progressifs, parfois rapides, des mentalités qui elles-mêmes changent grâce aux pensées traduites en actions des individus ou des groupes. Et alors la loi prend le relais. Dans le domaine de la filiation, qui fait primer le génétique, il n'est pas certain que la loi ait pris simplement le relais. Elle a anticipé en laissant la porte ouverte à de multiples interrogations dues à des situations qui n'existaient pas encore. Mais elle a eu pour effet à la fois de familiariser par rétroaction le public à la revendication du tout génétique conduite par certains de ses membres, et de favoriser la capacité de la recherche en biologie et de l'application médicale, pour dire en quelque sorte le droit, puisqu'il est admis par définition que la génétique l'emporte sur toutes les autres considérations. Or, il n'est pas sûr que les temps soient venus pour le primat du génétique et que cela soit vraiment ce que la majorité des gens fait passer en premier. Nos enfants sont nos enfants parce que nous les mettons au monde, certes, à 2 ou parfois tout seul pour les femmes, toute seule pour les femmes, mais surtout par l'attachement affectif et l'investissement réciproque dans la relation parent-enfant ou même simplement adulte-enfant.
La loi de 72, venant relayer des possibilités techniques, a ainsi des effets pervers. C'est l'apparition du droit des individus ou des couples, quels qu'ils soient, à avoir un enfant, ce qui n'est pas nécessairement en accord avec le droit de cet enfant à venir. Peut-on légitimement, en usant de techniques dangereuses, faire advenir un enfant dont la vie même sera soumise peut-être aux conditions mêmes de sa naissance, qu'il s'agisse du risque de stérilité encouru par un garçon qui est né par ICSI par exemple, ou du choix d'un enfant programmé pour des raisons diverses, parfois altruistes, par le biais du diagnostic préimplantatoire. Ces effets potentiellement pervers, à la fois des nouvelles techniques et de la porte qui a été ouverte par la reconnaissance du critère génétique comme primant les autres critères de filiation, font l'objet de la réflexion des comités d'éthique, également sous la forme d'un autre effet induit, celui de la capacité des chercheurs et des médecins de continuer à pratiquer l'innovation sociale en la matière. Une porte a été ouverte, c'est entendu, mais rien cependant n'autorise ces corps particuliers de citoyens, chercheurs et médecins, à faire et dire le droit en matière de procréation. Si rien peut-être ne doit entraver la recherche, l'application, elle, ne peut se faire contre la loi existante, même si le propre d'une loi sociale est de n'être pas immuable. Ainsi, par exemple, de quelques cas qui ont été réalisés ailleurs qu'en France, je le signale, mais qui posent problème. Utiliser, par exemple, le sperme d'un frère, de son frère, pour inséminer un ovocyte de donneuse, avec réimplantation dans l'utérus de la sœur. Jouant sur l'argument génétique, la mère est alors la donneuse. Mais jouant sur la sensibilité populaire et la réalité de l'accouchement, la mère est celle qui accouche. Mais même sans rapport charnel, elle a porté l'enfant de son frère et réalisé un inceste que la loi civile interdit dans le cadre du mariage. Bon. Autre exemple, une femme qui porte l'enfant de sa fille et de son gendre réalise ainsi, par le truchement médical, une union qui est interdite par le droit civil entre une personne et un allié dans la ligne directe de descendance, ici le mari de sa fille. Donc on réalise, par le biais de la technique, et en faisant appel à des médecins, quelque chose qui est interdit par la loi, ici le droit civil. Ces cas sont exemplaires et rares, mais ils existent. Ils suffisent néanmoins à montrer en quoi un certain pouvoir médical peut se situer au-dessus de la loi en toute bonne conscience. Les lois sociales sont par nature variables, selon les groupes, et changent historiquement en prenant en compte des innovations, c'est-à-dire la transcription sociale acceptée d'inventions, d'idées et de techniques nouvelles. Mais existe-t-il cependant des lois naturelles ? Nous avons montré plus haut que l'effort des sociétés humaines est centré sur la capacité à faire vaciller les lois biologiques de l'espèce. Deux figures cependant restent fermement en place, la différence sexuée et la succession des générations. Toutes deux sont appelées pour justifier les modes logiquement possibles de filiation, et nous avons vu que dans l'hypothèse du clonage, l'importance de la différence sexuée ne disparaît pas totalement. Il faut toujours du féminin pour réaliser des clones d'hommes, et la succession des générations, elle, reste intangible. Nous aurions affaire là à des lois naturelles qui sont effectivement débutoires, qui seraient effectivement débutoires pour l'espèce. Mais l'idée du clonage reproductif lui-même, qui fait tant parler de lui à l'heure actuelle, ne fait pas exception à la règle. Il correspond toujours à ce même désir de l'humanité d'échapper aux lois biologiques. Il est envisageable par l'esprit parce qu'il est techniquement possible, bien qu'on ne soit pas encore assuré de son innocuité pour de futurs enfants. En tout cas, il ne semble pas qu'à l'heure actuelle, il soit devenu pensable. Est-ce cependant un crime contre l'espèce humaine ? Puisque c'est ainsi que cela a été présenté tout récemment devant le Sénat. Jusqu'ici, le social a été fondé sur la reconnaissance de l'altérité sous toutes ses formes. Et la toute première altérité est celle qui régit la procréation. Je ne parle pas ici ni de la sexualité ni de l'élevage des enfants. Et cette altérité, c'est l'altérité primordiale du masculin et du féminin. Alors, dans des utopies très fortement totalitaires, il faut bien le dire, le masculin pourrait disparaître
si on interdisait, si on ne permettait qu'un clonage exclusivement féminin, où il n'est pas nécessaire d'avoir recours aux gamètes masculines. Mais dans l'autre cas de figure, clonage masculin, il faudrait néanmoins des corps féminins et donc maintenir la procréation à cette fin, mais les femmes pourraient n'être plus que des ressources en ovules et utérus. Le crime contre l'espèce serait là, à mes yeux, dans cette organisation totalitaire qui, elle, paraît absolument irréalisable. Mais est-ce bien de cette vision noire qu'on veut parler et qu'on veut interdire? Pour ce qui est de l'usage ponctuel, on pourrait considérer qu'un bredouillement de l'histoire verrait naître des jumeaux génétiques, mais des individus autonomes, à une génération d'intervalle. Ils auraient le même double patrimoine génétique qui, pour le cloné, n'est pas celui de ses parents, mais celui de ses grands-parents. La question qui fait problème aux yeux du public est celle des motivations des individus qui ressortissent du fantasme. Fantasme d'immortalité, fantasme de rester dans l'entre-soi, fantasme de recréation d'un être cher disparu. Ces motivations correspondent bien aux désirs éternels de l'espèce. Mais si la société n'entend pas satisfaire les désirs qui iraient à l'encontre de l'idée collective du pensable et du souhaitable à un moment de son histoire, c'est lourdement frapper qu'en faire un crime contre l'espèce, alors qu'on est simplement dans une version inédite du dilemme qui oppose le désir individuel à la volonté ou à l'intérêt du groupe. Merci. Merci beaucoup. Donc le pensable, le désirable, c'est vraiment les questions auxquelles on est confronté. Et merci de nous avoir montré à quel point les sociétés étaient capables d'imaginer des solutions. Et je pense qu'on va sûrement revenir dans le débat sur ces dimensions, qu'elles soient au plan individuel ou social. Maurice Bloch, donc à toi. Merci. Les êtres humains, comme tous les animaux, comme d'ailleurs tous les êtres vivants, se reproduisent et de ce fait produisent des relations de filiation et de parenté. Mais un phénomène très différent de ce qui se passe pour les autres animaux, les humains se représentent ces processus. Ils se les représentent pour eux-mêmes et pour leurs semblables. Et alors que la réalité biologique est identique dans toutes les cultures, les représentations que nous nous en formons varient selon les cultures et selon les époques. Car ces représentations sont le produit de l'histoire, et l'histoire qui produit nos représentations est différente pour chacun de nous. Mais la variation potentielle d'un individu à un autre, d'une culture à une autre, est tout de même délimitée par plusieurs facteurs. Tout d'abord, nous communiquons avec nos congénères, et de ce fait même de communiquer nécessite une certaine synchronisation des idées des individus qui forment une même société. Si nous nous représentions le monde de façon radicalement différente, nous ne pourrions pas nous comprendre. Ensuite, si nous communiquons entre nous, ce n'est pas simplement parce que c'est agréable en soi, mais surtout parce que nous avons besoin de communiquer pour mener à bien des entreprises communes nécessaires au déroulement de la vie matérielle et de la vie sociale. Ainsi, la nature du monde et la vie qu'il y est possible d'y mener nous obligent à certains types de représentation de notre corps, de notre sexualité, de notre activité procréatrice. Après tout, il est nécessaire que nos représentations soient suffisamment en accord avec notre biologie pour que la vie continue. Mais comme nous l'a montré Françoise Héritier, cette nécessité pratique laisse tout de même beaucoup de place à un large éventail de variations. Nous retrouvons ainsi différentes images de la procréation en différents lieux et en différentes époques. Enfin, il existe des freins à la diversité de nos représentations qui trouvent leurs origines dans les limites mêmes de nos possibilités communicatives. Nous ne pouvons représenter les idées et les concepts, même les plus complexes et les plus ardus, qu'avec des images relativement simples, ainsi, et qui viennent souvent de notre corps. Ainsi, nous parlons d'un ministre comme le bras droit du président ou de l'alimentation d'un moteur d'une voiture. Et ce genre de discours entraîne le fait que des phénomènes
très différents, paraissent beaucoup plus proches qu'ils ne le sont vraiment. Ces effets du discours peuvent cacher des ambiguïtés d'un ordre différent qui affectent et limitent les représentations de la sexualité, de la procréation et de la filiation. Il s'agit de contraintes d'ordre social. Quand les anthropologues examinent les idées que se font différents groupes humains de ces processus, ils se voient étudier une relation complexe entre les idées qui traitent de l'entrée de la vie et des idées qui traitent de l'entrée dans la société. Et pour rendre les choses plus compliquées, comme ces deux processus sont inévitablement liés, ils sont souvent représentés comme s'ils n'en formaient qu'un. Car nulle part dans le monde, le simple fait de naître ne suffit à définir la place de l'enfant dans la société. Et partout, le statut social est pensé en rapport avec la manière dont les processus biologiques de la sexualité et de la naissance sont compris. C'est de cette relation difficile et embrouillée entre l'entrée dans la vie et l'entrée dans la société, du social et du biologique, que je voudrais traiter ce soir. Les problèmes familiers que les avancées de la science et la présence des nouvelles technologies reproductives posent au système juridique d'un pays comme la France ne sont donc pas de nouveaux problèmes. Et j'espère vous convaincre qu'ils ne sont que la dernière manifestation de quelque chose de beaucoup plus fondamental, d'une assimilation nécessaire, mais fausse, qui n'a pas cessé de causer des difficultés tant aux législateurs et aux médecins qu'aux anthropologues de cette entrée dans la vie et de cette entrée dans la société. Il faut donc être particulièrement clair à propos de la nature de notre objet. Et d'emblée, nous pouvons noter qu'il subsiste une part d'obscurité au sein même de ce que je viens de vous dire. Je viens de parler des idées et des représentations que les gens se font au sujet de la sexualité, de la procréation et de la filiation. Mais les idées sont des choses qui existent dans notre fort intérieur, qui sont souvent peu claires et à peine formulées. Après tout, nous ne savons pas nécessairement ce que nous pensons sur de nombreux sujets avant, pour une raison ou une autre, d'être obligés d'y penser consciemment et d'en parler parce que, par exemple, quelqu'un nous a demandé notre avis. Ainsi, il me paraît fort probable que dans beaucoup de cas, quand on voit écrit dans un livre que tel groupe de gens ont telle ou telle opinion à propos du processus de la procréation humaine, nous nous trouvions en fait devant quelque chose d'assez différent, c'est-à-dire devant la réponse donnée à un ethnologue par un informateur qui, avant qu'on lui pose la question, n'a jamais eu de sa vie auparavant à exprimer une opinion sur ce sujet. Par contre, parfois l'ethnologue ou l'anthropologue obtient facilement une réponse à sa question, une réponse claire, bien formulée, bien rodée, pourrait-on dire. Et il serait alors tentant de penser que tout est beaucoup plus simple. Malheureusement, il n'en est rien, car dans ce cas aussi, il faut avoir une raison pour formuler consciemment une représentation, pour passer de la pensée à la parole. Et cela est d'autant plus vrai quand cette formulation est partagée par tous les membres d'un groupe spécifique, que tout le monde dit la même chose, que tout le monde paraît d'accord. Ainsi, quand au sein d'une société donnée, nous nous trouvons face à des réponses toutes faites, répétées à l'identique par tous nos informateurs, au lieu de nous réjouir que tout soit clair, nous devrions plutôt nous interroger sur la raison même d'une telle précision et d'une telle unanimité. Il me semble que le fait que dans beaucoup de cas, les ethnologues aient rencontré ce genre de formule bien claire et bien rodée chez les groupes qu'ils étudient est précisément dû à la difficulté et à la nécessité tant intellectuelle que sociale et politique d'essayer de faire quelque chose qui n'est jamais totalement possible, c'est-à-dire de créer une relation satisfaisante entre l'entrée de l'être humain dans la vie et son entrée dans la société. En d'autres termes, ce que les ethnologues ont cru être une représentation claire n'est en fait qu'une représentation embrouillée, mais bien masquée. Prenons un exemple fameux dans l'histoire de l'anthropologie. Au XIXe siècle,
des ethnologues rapportèrent à un public ébahi le fait que certains peuples, dont les aborigènes d'Australie, comprenaient si mal le processus de reproduction sexuelle qu'ils pensaient que le coït n'était pas nécessaire à la naissance. Chez ces gens, donc, la paternité n'était pas reconnue. Les premières interprétations de ce genre de données furent réalisées en termes évolutionnistes. Ces gens extrêmement primitifs et donc extrêmement ignorants, disait-on, ne comprennent même pas que pour qu'une femme enfante, il faut qu'elle ait eu des relations sexuelles avec un homme. Quel niveau d'ignorance extrême! Mais bientôt, d'autres informations sur ces mêmes peuples rendirent les déclarations aborigènes encore plus étranges. Tout d'abord, on apprit que ces mêmes gens comprenaient parfaitement que pour les animaux, le coït était nécessaire afin qu'une naissance eût lieu. Comment se faisait-il alors que s'ils comprenaient cela pour les autres animaux, ils ne le comprenaient pas pour les humains? Et aussi, un autre fait tout aussi étrange fut constaté. Chez ces peuples, qui ne reconnaissaient pas des liens biologiques entre la mère et l'enfant et qui ignoraient la présence d'un lien naturel entre le père et l'enfant, soit qui apparemment faisait ça, l'appartenance du clan ou de la société était patrilinéaire. C'est-à-dire que l'enfant appartenait au groupe social de son père et non à celui de sa mère, mais qu'aucune relation biologique était reconnue. Comment était-il possible que des données si incompatibles soient possibles? La vérité est que personne ne se trompait, mais qu'il y avait une certaine naïveté sur la nature des données ethnographiques et que celle-ci créait un malentendu sur la nature du problème dont les aborigènes voulaient traiter dans leur déclaration aux ethnologues. Celle-ci apparemment semblait ne concerner simplement la relation entre la sexualité et la procréation, mais en réalité, elles exprimaient quelque chose de beaucoup plus complexe, la nature de la relation du politique et du biologique, telle qu'elle était représentée dans les rituels d'initiation. Pour bien expliquer ceci, je vais m'éloigner quelque peu de l'Australie que je connais mal, l'Australie des aborigènes, et même tout d'abord des idées sur la procréation et la filiation pour me tourner vers des rituels traditionnels de la circoncision à Madagascar que je connais mieux. Il s'agit de rituels d'initiation ainsi nommés car ils marquent une transformation dans le statut de l'individu qui les subit. Par exemple, le baptême chrétien, qui ressemble en bien des points au rituel de circoncision malgache, serait aussi un exemple de ce genre de rituel d'initiation. On peut cependant se demander, dans un cas comme dans l'autre, si le statut qui est transformé par la pratique est un statut biologique ou un statut social. Et différents ethnologues et anthropologues ont donné des réponses différentes à cette question. Le rituel de circoncision chez les garçons, chez ces malgaches des hauts plateaux, les Mernes de Madagascar, a traditionnellement lieu quand l'enfant est assez jeune, en général avant qu'il n'atteigne l'âge de 3 ans. Il s'agit d'une grande fête qui dure au moins une nuit, car l'opération doit avoir lieu à l'aube, car en effet, le passage de l'obscurité à la lumière est utilisé symboliquement pour souligner la transformation que l'initié subit. Le rituel de circoncision est une réjouissance qui regroupe toute la famille, hommes, femmes et enfants, mais la partie du rituel qui m'intéresse ici est le moment crucial où se déroule l'opération elle-même. À ce moment, et seulement à ce moment précis, les hommes et les femmes se séparent. Tandis que les femmes restent à l'intérieur de la maison, les hommes forment un groupe à l'extérieur. L'enfant qui sera circoncis reste avec les femmes jusqu'au moment venu, c'est-à-dire lorsqu'on chante à ce moment précis, l'Est s'est éclairé, le soleil se lève. Alors, l'enfant est passé du groupe des femmes à l'intérieur de la maison à un expert qui se trouve sur le pas de la porte, lequel coupe le prépuce, et ensuite donné aux hommes. Pendant que l'opération a lieu, les femmes, toujours à l'intérieur de la maison,
se livre à une espèce de danse curieuse, au cours de laquelle elle se pollue volontairement en se projetant de la poussière sur la tête. À cet instant, les hommes accueillent le garçon parmi eux, au sein du clan, au cri de « un homme, un homme ». Le symbolisme de cette entrée dans la vie sociale n'est pas difficile à comprendre, et elle est soulignée ici comme ailleurs de toutes sortes d'images qui d'ailleurs nous sont familières, car nous les retrouvons souvent dans ce genre de rituel dans beaucoup de sociétés, dans beaucoup d'endroits. On y trouve le symbolisme de la mort de l'enfant, qui est comme tué par l'opération. Mais cette mort n'est ici qu'un prélude à une naissance, une deuxième naissance au sein du groupe. Pour cette deuxième naissance, la maison apparaît comme une femme d'où émerge l'enfant par la porte. Une première interprétation du rituel, qui d'ailleurs ne serait pas fausse, serait que la naissance naturelle n'est pas socialement valable, car il faut renaître, cette fois grâce à l'action du groupe réuni. Un peu le genre d'interprétation que nous trouvons dans les introductions à l'anthropologie. Une telle représentation paraît tout naturellement nécessiter aussi que pour que cette deuxième naissance s'effectue, l'enfant doive mourir, symboliquement en tout cas. C'est-à-dire qu'il doit abandonner sa première naissance afin que la deuxième naissance soit possible. Ce jeu des deux naissances n'est pas pour autant un simple remplacement, car un élément essentiel de ce genre de rituel est la hiérarchisation des deux naissances. La première naissance doit être dévaluée, comme elle l'a été par la poussière que les femmes se mettent sur leur tête, et la seconde exaltée. Et ici, un autre élément devient central. Cette différenciation de la naissance des deux naissances est en partie opérée par une représentation hiérarchique des deux sexes, ou plutôt de leur créativité. C'est un peu comme si ce qui était dit que la naissance par les femmes est inférieure, polluante, voire dangereuse, et qu'elle doit être dépassée et remplacée par une naissance effectuée par les hommes. Mais voir ce rituel comme ne faisant qu'exprimer la supériorité des hommes sur les femmes ne serait que partiellement vrai. Par exemple, dans d'autres contextes et à l'encontre de beaucoup de cultures, les malgaches des hauts plateaux ne représentent pas les femmes et leur sexualité comme en aucun terme polluante. Et pour eux aussi, la communauté sociale consiste en une conjonction d'hommes et de femmes qui n'exclut nullement celle-ci. Ce qu'exprime le rituel est donc moins littéral que ce qu'il semble à première vue. Il exprime le fait que le social est supérieur au biologique, que ce dernier doit être remplacé par le premier. Cependant, si tel est le cas, pourquoi le rituel, peut-on se demander, dit-il si mal les choses qui semblent laisser la porte ouverte à toutes sortes de mauvaises interprétations? La réponse à cette question met bien en lumière l'extrême difficulté de créer ce que le rituel semble vouloir achever. Cette difficulté résulte tout simplement du fait dont j'ai déjà parlé, que nous ne pouvons représenter une deuxième naissance supérieure qu'en termes de naissance biologique, en remettant précisément en scène la naissance, ce que le rituel voulait dépasser. La cérémonie, comme bien d'autres du rituel de ce genre, nie donc la naissance, mais on la représente à nouveau. Le rituel voudrait dépasser ce que les moyens symboliques ne peuvent dépasser. Et ce problème de la limitation représentative du rituel en cache un autre problème, similaire mais plus fondamental. Comme nous l'avons noté, le rituel représente un combat entre deux mondes antagoniques. Un monde où l'on n'existe que par le corps, et par le corps des femmes,
et un monde supérieur, régulé par l'appartenance au groupe et par les règles morales qui créent les relations sociales légitimes. Mais en fait, ces deux mondes séparés dans le rituel, dans la représentation théâtrale, voire même antagonistes, n'existent pas en dehors de celui-ci et ne peuvent pas exister. Quelle serait l'existence empirique de ce groupe moralement supérieur qui semble rejoindre l'enfant immédiatement après l'opération de circoncision? Ce groupe solidaire et uni qui a toujours existé et qui existera toujours, car c'est comme cela que l'on pense les clans, qui ne forment qu'un seul corps, mais qui laissent de côté les corps biologiques. Ce ne peut être une réalité, car tout le monde le sait, les hommes, et ça inclut les participants, qui sont là sont issus du corps d'une femme. Ils vieillissent, ils meurent, ils ne sont pas éternels. Chacun a ses intérêts différents. Ce clan éternel ne peut être qu'une représentation d'un moment illuminé par le soleil levant et créé par le rituel lui-même. Et l'image de ce social transcendantal ne peut être créée qu'en l'opposant avec une représentation également illusoire et aussi d'un monde purement biologique où on est créé seulement par les femmes dans un univers dépourvu de sens moral, religieux ou social. Et cette représentation est tout aussi détachée de la vraie condition de la vie humaine comme elle est vécue, car il est impossible de séparer en réalité la nature de la culture. En d'autres termes, l'entrée dans la vie sociale que le rituel met en scène est l'entrée dans un système idéal peut être utile pour penser, mais qui n'existe pas dans le monde empirique. Elle ne peut qu'être évoquée dans la tragicomédie du rituel qui crée, pour les besoins de la représentation, son opposé, qui serait l'image d'une naissance purement biologique. Et pour mettre en scène ce combat entre ces deux fantasmes que sont le social tout seul et le biologique tout seul, on utilise les moyens de bord, c'est-à-dire on réemploie une différence empirique saillante qui, pourrait-on dire, ne demande qu'à être exploitée, qui traîne la différence entre les femmes et les hommes. La nécessité de dépasser sa condition purement individuelle que requiert la société organisée, un dépassement opéré entre autres par les rituels d'initiation, est certainement nécessaire, mais se heurte elle aussi à l'impossibilité d'achever complètement ce dépassement. Et ceci est vrai non seulement pour les Malgaches des hauts plateaux, mais pour beaucoup d'autres cultures. Et c'est cela qui explique que nous retrouvons maintes fois des rituels qui se ressemblent tellement. Par exemple, le baptême chrétien utilise également le symbolisme d'une première mort, la noyade, et d'une deuxième naissance spirituelle qui remplace une mise au monde inférieure par les femmes. Et nous retrouvons les mêmes thèmes que dans les rituels d'initiation des aborigènes australiens. C'est cela qui explique ces étranges témoignages sur des peuples qui ne comprendraient pas le rôle du mâle dans la procréation humaine, tout en le comprenant fort bien dans le cas de la procréation des autres mammifères. C'est à ces représentations rituelles, ce théâtre, que se référaient ces idées. L'effet des rituels d'initiation est là aussi de créer l'image d'un social imaginaire. Mais il est ici aussi le produit d'un contraste théâtral entre une naissance du fait des seules femmes et d'une conception mystérieuse due aux seuls hommes, qui dans le rituel représentent la société tout entière. Et cela explique en même temps la différence entre les humains et les autres animaux, car un des buts du rituel est précisément de montrer que les humains diffèrent des animaux qui, eux, ne bénéficient pas d'une seconde naissance. L'attribution aux aborigènes d'une prétendue ignorance, donc, est une erreur semblable à celle que ferait un ethnologue auquel un chrétien
ayant affirmé qu'il croyait en la vie éternelle, proclamerait alors que les Français, par exemple, ne comprennent pas que toute la vie est suivie de la mort. Rappelons à ce sujet ce que je soulignais au début de cette intervention. Savoir une chose n'est pas la même chose que de la formuler explicitement, encore moins de la mettre en scène théâtralement au moyen d'une représentation rituelle. Il n'est pas nécessaire de déclarer ce qui est évident à tout le monde et qui serait probablement la base du savoir. Mais pour tenter de réussir la quadrature du cercle, qu'est-ce que font ces rituels? Pour mettre en accord le social et le biologique, le travail est infini, car il s'agit d'une nécessité à laquelle nous ne pouvons pas échapper, mais qui demande de traiter séparément ce qui ne peut pas être totalement distingué et d'unifier deux phénomènes de nature essentiellement différente. Au sein d'une société donnée, il n'y a donc pas une représentation de la procréation, mais un nombre indéfini de représentations superposées les unes sur les autres, pour ainsi dire, un peu comme un millefeuille. Ces représentations font référence les unes aux autres, quelquefois même elles se contredisent, comme on l'a vu déjà, comme on l'a vu ici, car quoiqu'apparemment traitant de la même chose, elles sont impliquées dans des réalités très différentes, qu'elles essayent d'unir sans jamais pouvoir le faire complètement. Les conceptions de la sexualité, de la procréation et de la filiation ne concernent jamais seulement le corps, jamais seulement le social, même quand elles semblent être uniquement biologiques, uniquement légales ou sociales, mais elles débordent toujours les unes sur les autres. En conclusion, j'en reviens donc à mon observation que les problèmes de la relation inquiétante entre les règles de la société, les règles légales, les règles politiques et les processus biologiques qui nous entourent, cette relation inquiétante n'est nullement nouvelle, mais simplement une manifestation d'un vieux problème, probablement irrésoluble, que nous retrouvons traité de multiples manières, dont ces rituels d'initiation dont j'ai parlé, et qui sont toutes finalement peu satisfaisantes, quelle que soit la société considérée, et qui donc sont la source d'une éternelle discussion.